Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle de 2011, l'affaire Anne Caudal, du nom de la victime, une jeune femme de 28 ans, qui disparaît un jour de juillet 2011 dans la région de Rennes. Je ne veux pas vous en dire trop avant, même s'il me semble que cette affaire a le même ressort que la célèbre affaire Jean-Claude Roman, car c'est l'histoire d'un homme qui ment et qui, prisonnier de son mensonge, va jusqu'à tuer. Et nous allons débriefer cette histoire tout à l'heure avec une avocate, maître Catherine Glon, du barreau de Rennes, qui est là au téléphone. Bonjour maître. Bonjour. Je ne vous présente pas au-delà, ça n'aurait pas de sens pour l'instant tant qu'on ne connaît pas l'histoire ni son issue. Voici cette histoire que j'ai écrite donc avec Thomas Audouard. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le dimanche 10 juillet 2011, à 9h du matin, un homme se présente à la gendarmerie de Bru, dans la banlieue de Rennes. Il s'appelle Christophe Piédoux. Sa compagne Anne Caudal, 28 ans, a disparu. Je m'étais absenté quelques jours. Et puis quand je suis rentré, elle n'était pas là. Et là, ça fait 48 heures que j'ai aucune nouvelle. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de 3 mois et demi. Vous avez tenté de la joindre? Ah ben oui. J'ai appelé, j'ai envoyé des SMS. Elle répond pas. Elle ne serait pas enceinte. On pourrait dire qu'elle a fait une fugue. On pourrait même penser qu'elle s'est suicidée. Mais d'après son compagnon, elle allait très bien. Il lui est arrivé quelque chose, c'est ce qu'il pense. Et donc les gendarmes vont chez eux, un appartement situé dans le centre de Bru. Rien à dire. L'appartement est rangé, la vaisselle est faite, il n'y a pas de traces de lutte, pas d'objets cassés. Il cherche son sac à main, elle est partie avec. Et donc classique, il se lance dans une enquête de voisinage dans l'immeuble où ils habitent. Malheureusement, en plein mois de juillet, beaucoup de voisins sont absents, alors il laisse des petits mots dans les boîtes aux lettres, genre « Si vous avez remarqué quelque chose de suspect, merci de prendre contact avec la gendarmerie ». Vous noterez que les gendarmes prennent tout de suite cette affaire au sérieux. Rien à dire. Et d'ailleurs, dans la foulée, ils élargissent le cercle de leur recherche. Ils vont voir les commerçants. « Bonjour. Vous connaissez cette jeune femme? Vous l'avez vue récemment? Non? Non. D'accord, merci. » Et à chaque fois, il laisse une affichette avec une photo et le numéro de la gendarmerie. Ensuite, ils vont à Plohermel, dans le Morbihan voisin. C'est là qu'Anne travaille. Elle est fleuriste dans une jardinerie. Elle vous a donné des nouvelles? Non, aucune. Entendu. Et si elle avait fait une fugue, même enceinte, à 3 mois et demi, ma foi, c'est possible. Sauf qu'elle n'est pas partie en voiture, puisque sa voiture est en bas de chez elle. Elle a dû partir en car, ou alors par le train. Les gendarmes vont voir les compagnies de cars, ils vont voir les gens de la gare, aucune réservation au nom d'Anne Caudal. De toute façon, entre nous, tous ceux qui la connaissent ne la voient pas fuguer. Anne? Fuguer? Ça tient pas! Elle était toute heureuse, son bébé, elle parlait que de ça. Ah, moi je la vois pas fuguer. Hein. Ah ça non. Il est arrivé quelque chose de grave. Forcément. Forcément. Et le père d'Anne, je vous dis pas, il est aux 400 coups, très inquiet. Et une fois de plus, les gendarmes entendent son inquiétude. Et ils la prennent au sérieux, hein. Coup de chance, parce qu'il arrive souvent qu'ils envoient bouler les gens. Pas là. Et d'ailleurs, l'enquête change de main. Les gendarmes de Bru passent le dossier à leurs collègues de la section de recherche de Rennes. Et là, changement de braquet. 5 jours après la disparition d'Anne Caudal, les gendarmes de Rennes mobilisent un hélicoptère, des plongeurs, des chiens et plus de 70 hommes. Ils ratissent tout le coin. Ils font fouiller les rivières, les étangs. Ils font travailler les chiens. Rien. Je vous l'ai dit, dans ce dossier, les gendarmes sont sur le coup depuis le premier jour. Rien à dire. Et pourtant, les proches d'Anne, en tête desquels on trouve son père et son compagnon, décident de mobiliser la presse. On est en plein été, si ça se trouve, les journalistes n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent. Et c'est pas faux. Un matin, le père est sur Europe 1.
C'est le flou le plus total, donc aucune trace, rien, aucune piste, tout est épluché, le moindre indice est exploité, mais bon, il n'y a rien. On passe par des périodes on est complètement au fond du trou, après un petit indice, et on reprend de l'espoir, et puis les journées passent comme ça, quoi. La mère aussi parle aux journalistes. C'est trop le cauchemar. On croit pas que ça peut arriver une horreur pareille. On n'a pas l'impression de vivre. On attend, mais on attend. C'est ça qui est dur, c'est qu'on attend et puis on fait rien, quoi. Et le compagnon d'Anne, Christophe, est mobilisé lui aussi. Il demande juste qu'on montre pas son visage et qu'on ne donne pas son nom. Mais à part ça, il est d'accord pour s'exprimer et il donne par exemple une interview à France Bleu Armorique. Malgré tous les témoignages, personne ne l'a vu. On va continuer à chercher, quoi. Chercher, ça permet au moins de s'occuper un peu l'esprit. Il faut essayer d'y croire pour pas s'écrouler, quoi. Tant qu'il y a encore une once d'espoir, il faut tenir le coup. Elle est sûrement plus malheureuse que nous, donc c'est pas à nous d'abandonner. Et là, comment vous dire ? C'est irrationnel, hein ? Mais tous les journalistes qui sont là le trouvent bizarre. Il en fait trop. Quand il vous donne une interview comme ça, il vous fixe pour vous convaincre. Il en fait trop. Et donc ils se disent, celui-là, le compagnon d'Anne Caudal, ce Christophe Piédoux, il est pas net. Et pile au même moment, les gendarmes font le même chemin. Un soir, 8 jours exactement après la disparition d'Anne Caudal, ils vont planquer en bas de chez lui, au pied de l'immeuble où Piédoux habitait avec Anne depuis 2 mois. Et voilà le manège auquel ils assistent. Étonnant. Une voiture arrive. Elle s'arrête devant la résidence. Au volant, une femme, blonde. À ce moment-là, Christophe Piédoux sort. Il ouvre la portière passager. Il rentre, il referme la porte et il l'embrasse. La blonde, il l'embrasse sur la bouche, une belle galoche, longtemps. Et puis quelques minutes plus tard, il ressort, il remonte chez lui, elle gare la voiture et elle le rejoint. Les gendarmes la voient partir le lendemain matin. Christophe Piédoux, le compagnon d'Anne Caudal, a donc une maîtresse. Bon, ça ne veut pas dire qu'il a assassiné Anne. Ça veut dire qu'il la trompe. En revanche, pour passer la nuit chez lui avec cette blonde, il fallait qu'il soit certain qu'Anne ne rentrerait pas subrepticement. Ben oui. Les gendarmes, évidemment, ont relevé la plaque d'immatriculation de la blonde. Ils n'ont pas de mal à retrouver son identité. Et c'est marrant, elle est fleuriste, comme Anne. Alors les gendarmes la font venir. Elle, pas lui. Nous voudrions savoir, madame, quelles sont vos relations avec monsieur Christophe Piédoux ? Comment dire ? On est amants, quoi. Reconnaissez-vous être allé chez lui récemment ? Oui. Que s'est-il passé cette nuit-là ? On a eu une relation ? Une seule ? Non, 2. Entre nous, demi-surprise, hein. On avait compris. Mais bon, c'est confirmé. Et le pire, vous voulez connaître le pire ? C'est que ce soir-là, c'était l'anniversaire d'Anne. C'était ses 28 ans. Le monsieur Piédoux, là, non seulement il a une maîtresse, il s'envoie en l'air avec 1 semaine après la disparition de sa compagne enceinte, mais en plus il fait ça le soir de l'anniversaire de sa chérie. Ça n'en fait pas un coupable, mais ça en fait plus qu'un suspect. Et ça n'est rien à côté de ce que les gendarmes découvrent dans la foulée. Il est marié, Christophe Piédoux, depuis 10 ans. Sa femme s'appelle Sophie, elle a 41 ans, ils ont 2 enfants. Et quand je dis qu'ils sont mariés, ils vivent ensemble. Toto, Lolo et les enfants. À quoi ? 20 kilomètres de Bru, dans un petit pavillon de Château-Giron, tout près de Rennes. Avec barbecue entre amis, anniversaire des enfants, fête de famille. Une autre vie, une double vie. Sacré coco, bite à roulette. On vous attend à la gendarmerie, monsieur Piédoux. Il est suspect. Et elle est suspect. Sa femme, Sophie Piédoux. Imaginez, elle découvre que son mari a une double vie et que son autre femme est enceinte. Alors elle l'élimine. Et donc Sophie Piédoux, l'officielle, est convoquée par les gendarmes. Madame Piédoux,
Vous étiez au courant que votre mari entretenait une relation avec Anne Caudal, la jeune femme qui a disparu à Bru? Oui. Oui, il me l'avait dit. Enfin, pendant longtemps, j'ai rien su, mais ça fait 1 an que je suis au courant. Vous en souffriez? Moi, j'en souffre d'autant plus que je sais qu'elle est enceinte de lui. Après, la seule chose que je voulais, c'est que Christophe ne m'abandonne pas avec les enfants. Alors j'ai décidé d'accepter la situation, quoi. Nous nous intéressons, madame, à la soirée du 8 juillet, qui pourrait être la date de la disparition de madame Caudal. Où étiez-vous le 8 juillet, madame? Que faisiez-vous ce soir-là? Le 8 juillet? Moi, j'étais à la maison, avec les enfants et avec Christophe. Votre mari était avec vous? Oui. Et le lendemain, 9 juillet. Le lendemain, on est allé à Rennes, tous ensemble. On est allé faire des courses. Il est peut-être temps d'interroger Christophe Piédoux. Pour l'instant, il n'est pas question de garde à vue. Il est juste convoqué. Monsieur Piédoux, votre compagne, Anne Caudal, disparaît entre le 8 et le 9 juillet. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous étiez d'abord le 8 au soir? J'étais à la maison, avec ma femme et mes enfants. Bien. Et le 9 dans la journée, on est allé en ville, à Rennes, faire des courses. Vous pouvez nous dire précisément où vous vous garez et ensuite quel est votre parcours en ville? Bah oui, on a pris la rue Le Bastard, ensuite je crois la place de la mairie, et puis la place Hoche. Vous n'avez rien remarqué de particulier? Non. Et c'est bien ça le problème. Car le 8 juillet, place Hoche à Rennes, il y avait un gros rassemblement. Coca-Cola fêtait ses 125 ans. Ça ne pouvait pas leur échapper. La place était bloquée. Or, ils n'en parlent pas. Donc ils mentent. Tous les deux. Et ça se confirme sur les bandes vidéo de 7 caméras placées sur le trajet qu'ils prétendent avoir emprunté. On ne les voit pas. Ils n'apparaissent pas. Ils n'étaient pas à Rennes cet après-midi-là. Ça, c'est sûr. Alors pourquoi mentent-ils? Là-dessus, les voisins de la résidence où vivaient Anne Caudal et Christophe Piédoux rentrent de vacances. Et ils trouvent dans leur boîte aux lettres le petit mot des gendarmes, l'appel à témoins. Et ça tombe bien, parce qu'ils ont des choses à raconter. Je voulais vous dire, dans la nuit du 7 au 8, vers quoi, 2 heures du matin, j'ai entendu une dispute. Des cris de femmes et puis un bruit, quoi, sourd, comme une chute. Je pense que ça correspondait à une engueulade, une bagarre, quoi. Premier témoin. Le deuxième dit à peu près la même chose. Il y a d'abord eu un cri, et puis après une chute, un bruit très lourd. Donc, Anne Caudal s'est disputée avec quelqu'un la veille de sa disparition, et le bruit sourd pourrait correspondre à la chute de son corps. Anne Caudal aurait donc été tuée, chez elle, vers 2 heures du matin, dans la nuit du 7 au 8 juillet. Mais par qui? Là, toutes les portes restent ouvertes. Par Christophe Piédoux, son compagnon? Ou par Sophie Piédoux, sa rivale? Ou par les deux à la fois? C'est là que tombe un témoignage capital. Un couple vient raconter que le 9 juillet, le lendemain donc de la nuit fatidique, il se promène au bord du lac de Saulnières, pas très loin. Un étang privé, qui plus est, où franchement il y a 0 chance de rencontrer qui que ce soit. Ils sont en train de se balader, et là ils entendent un craquement dans le sous-bois. Et ils voient une femme s'éloigner, une brune. Ça les intrigue, alors ils la suivent. Et ils la voient rejoindre un homme au crâne dégarni. La brune monte dans une voiture, rouge, mais l'homme reste seul. Et c'est pas tout. Dans un taillis, au fond d'un trou, il tombe sur un colis, un gros paquet bien ficelé, dans un drap, 1,70 m de long sur 50 cm de large. Vous l'avez ouvert, ce paquet? Ou essayé de l'ouvrir? Non, mais j'avais un parapluie, alors j'ai touché de la pointe, quoi. Je peux vous dire que c'était dur. Mais pour dire la vérité, on s'est dit que c'était peut-être un corps qui était emballé, quoi. Et le plus incroyable, c'est qu'ils sont partis 10 minutes, et quand ils reviennent, le colis a disparu. Incroyable scène.
Je peux vous dire que c'est pas courant, des gens qui tombent comme ça sur un duo en train de se débarrasser d'un corps. Vous avez noté la description? La femme était brune, l'homme était dégarni, la voiture était rouge. Si par hasard, ça colle à la description du couple Piédoux, mari et femme, alors ils sont cuits. Ça serait dingue. Il l'aurait donc tué avec sa femme. Quant au cadavre, on peut parier qu'il n'est pas très loin. Pas très loin de l'étang de Saulnières. En 10 minutes, ils n'ont pas pu aller aux fraises. Un dégarni donc, comme Christophe Piédoux, et une brune, comme Sophie Piédoux, qui par ailleurs a une voiture rouge. 3 semaines après la disparition d'Anne Caudal, on est tout près du but. Il est temps de les placer en garde à vue. Et l'un et l'autre, chacun dans un bureau. Évidemment, en 3 semaines, ils ont eu le temps de se caler. Lui, pour l'instant, il ne bouge pas. Il maintient le récit de son emploi du temps, sa visite à Rennes, il n'a rien à voir avec la disparition de sa compagne. Alors passons à elle. Les gendarmes choisissent de ne lui laisser aucune porte de sortie. Madame Piédoux, il se trouve que grâce à un témoignage que nous nous sommes procurés, nous savons que dans la journée du samedi 9 juillet, vous n'étiez pas à Rennes comme vous l'avez indiqué. Vous étiez avec votre mari non loin d'un étang à Saulnières. Qu'y faisiez-vous? Et là, Sophie Piédoux se met à trembler comme une feuille. Elle ne dit rien, mais les gendarmes voient que la question a fait mouche. Alors ils attendent, sans rien dire. Et au bout d'un moment, elle éclate en sanglots. Je ne sais pas si c'était à Saulnières, mais on était par là, oui. C'est Christophe. Il m'a dit qu'il s'était engueulé avec Anne à l'appartement, et qu'il avait étranglé. Eh ben voilà, on y est. Il est temps de passer à la question suivante. Madame Piédoux, est-ce que vous pourriez nous conduire à l'endroit où vous avez déposé le corps d'Anne Caudal? Oui. Il faut que sa famille sache où elle est. Qu'il retrouve son corps, quoi. C'est sûr que moi je lui en voulais, mais je voulais pas que ça finisse comme ça. Eh bien, allons-y. Sophie Piédoux est embarquée dans une voiture et elle conduit les gendarmes à Nouvoitou, une commune située entre Rennes et leur domicile de Château-Giron. Là, vous prenez le chemin de terre, là. Voilà. Arrêtez-vous. C'est ici. On est le soir, il fait déjà nuit, les gendarmes sortent leurs lampes de poche, ils balayent les alentours. Oh, regarde, là! Entre 2 troncs d'arbres, la trace d'un incendie. Ils s'approchent et ils voient des ossements carbonisés. Ok, on boucle la zone jusqu'à demain matin et on demande aux TIC d'être là à l'aube, d'accord? Les TIC, les techniciens en identification criminelle, les experts de la gendarmerie nationale. Ils ne vont pas avoir beaucoup de mal à identifier le corps, il y a un carnet de chèques juste en dessous et il est au nom d'Anne Caudal. Europe 1 midi. L'information nous est donc parvenue il y a moins d'1 heure. Un corps a été retrouvé près de Rennes cette nuit. Et Pierre de Cossette, il s'agit très probablement d'Anne Caudal, cette femme disparue il y a près de 3 semaines. Oui, vous avez sans doute vu le visage de cette femme de 28 ans, enceinte de 3 mois, volatilisé le 8 juillet à Bru, dans la banlieue rennaise. Au cours de la nuit, les gendarmes ont retrouvé un corps calciné sur la commune de Nouvoitou, à une vingtaine de kilomètres de Bru, la ville où elle vivait, et son compagnon est actuellement en garde à vue. La disparition mystérieuse avait très vite... Alors, monsieur Piédoux, est-ce qu'il ne serait pas temps de passer aux aveux? Monsieur Piédoux, qui êtes-vous vraiment? Vous êtes un voleur? Un assassin? Un menteur? Un mauvais mari? Je sais pas. En tout cas, j'ai jamais dit ni même pensé que j'étais un homme bien. Lucidité. Alors voilà comment ça s'est passé. Le soir du 7 juillet, il est avec Anne Caudal et elle lui fait une crise. Elle exige qu'il quitte sa femme. Et il ne veut pas, il y a une explication à ça. Il ne travaille pas, c'est sa femme qui l'entretient. Il ne peut pas se permettre de la quitter. Là-dessus, une dispute éclate, elle dégénère en bagarre, il la pousse, elle tombe sur le coin d'une commode, elle est au sol, il se penche, il se met sur elle et il l'étrangle, longuement,
des 2 mains. Et elle crie. Arrête! Arrête, pense à tes enfants! Et il continue, il serre. Et puis après, il dit qu'il reste prostré, sur le lit, le temps de réaliser ce qui vient de se passer, et qu'ensuite se pose la question, comment se débarrasser du corps? Il est blessé au bras depuis un léger accident de voiture la semaine précédente. Il ne peut pas le porter tout seul. Et donc il rentre chez lui, à Château-Giron. Ses enfants sont devant la télévision. Il entraîne Sophie dans le cellier. Anne est morte. On s'est disputé. J'ai serré. Il dit qu'au début, sa femme refuse de l'aider. Mais que pour la convaincre, il lui dit « Si jamais tu m'aides pas, tu seras la première suspectée. » Alors à minuit, ils vont à Bru, tous les deux. Ils enroulent le corps d'Anne dans un drap. Ils le descendent par l'escalier de l'immeuble. Ils le mettent dans le coffre de la voiture. Et ils rentrent chez eux. Le corps passe la nuit dans la voiture. Le lendemain, ils vont d'abord essayer de s'en débarrasser au bord de l'étang de Saulnières. Mais là, ils voient bien qu'on les a vus. Alors ils remettent le corps dans la voiture. Ils rentrent chez eux. Ils passent la soirée avec leurs enfants. Et le soir, ils repartent. Et ils vont déposer le cadavre à Nouveau-Tout. Ils vident un jerrycan d'essence, ils craquent une allumette, et voilà. Et ils se donnent tous les torts. Hein. C'est moi qui ai eu l'idée de brûler le corps pour effacer les traces, et celle de Sophie. Elle n'avait rien à voir dans cette affaire. Ça, c'est un point qui reste à préciser, le rôle de sa femme. Je vous demande 2 secondes de vous mettre à la place du père d'Anne Caudal. Pendant des jours et des jours, depuis la disparition de sa fille, il n'a pas douté une seconde de la loyauté de Christophe Piédoux. Et là, il apprend que c'est lui qui l'a étranglé. C'est terrible, terrible. Il est effondré. Une manipulation pareille, une comédie pareille, c'est impensable, impensable. Tout juste, il n'arrivait pas à pleurer plus que nous. Et... Putain, il nous a menés en bateau jusqu'au bout. Et... Quand on côtoie quelqu'un pendant 15 jours, presque 3 semaines, et la semaine dernière, il avait encore amené un bouquet de roses sur la table, quoi. Hein, c'est incroyable. Il partait dans des crises de larmes, il faisait des recherches avec nous. Ouais. Il m'a piqué ma fille en attendant. Maintenant, il n'y a plus aucun doute sur le fait qu'il soit impliqué dans cette affaire. Bon, maintenant, ce qui importe, c'est que pour ma fille, pour moi, pour la famille, pour ses amis, bon, faut pas laisser passer ça, quoi. Là, je vais me battre maintenant pour qu'il en prenne un maximum, et puis bon, au moins qu'il fera plus de mal à personne. En attendant, Christophe Piédoux est mis en examen pour assassinat et sa femme pour dissimulation de preuves. Et ils filent en prison tous les deux. Les obsèques d'Anne Caudal ont lieu quelques jours plus tard à Musillac, dans le Morbihan. Plus de 600 personnes y assistent. L'église de Musillac n'était pas assez grande pour accueillir tous ceux qui ont voulu rendre un dernier hommage à Anne Caudal, dont le cercueil était entouré de milliers de fleurs. Pendant la cérémonie religieuse, c'est Floriane, sa meilleure amie, qui a voulu s'adresser à elle une dernière fois au nom de tous ses proches. Maintenant que tu as rejoint notre monde, nous n'avons pas de mots assez forts pour exprimer le manque que tu nous laisses. N'oublie pas de nous faire un signe de temps à autre. Sois en paix maintenant. Pendant son homélie, le père Jean-Eudes Fresneau a voulu quant à lui dénoncer les violences faites aux femmes. En France, tous les 3 jours dans notre pays, une femme meurt victime de violences conjugales. Pourvu que la mort de Nanou et de son enfant ne soit pas rendue inutile par notre inaction, notre oubli et notre indifférence. Parmi les proches, Sophie se tient à l'extérieur, une fleur blanche à la main. Cette amie de la famille a du mal à retenir sa colère. On a espéré jusqu'au bout. Et c'est honteux tout ce qu'il a fait. Nous faire croire qu'il était toujours en vie alors qu'il savait très bien qu'elle n'y était plus. Il y a de la colère là. La haine. La haine. Depuis sa cellule de la prison de Rennes, Christophe Piédoux adresse des lettres désespérées à sa femme. Il n'y a pas de mots assez forts pour dire la honte et la douleur qu'il y a en moi.
J'ai ôté la vie à Anne et au bébé. Je t'ai entraîné dans une merde immonde et j'ai foutu en l'air nos vies. Je ne peux malheureusement pas dire pardon à Anne, mais je te le dis à toi. Mais le 24 août, Christophe Piédoux se pend à la fenêtre de sa cellule. Il n'y aura donc pas de procès dans cette affaire. Enfin, pas de procès devant les assises. Le suicide de l'accusé entraîne l'extinction de l'action publique, comme on dit. Mais il y aura tout de même un procès devant le tribunal correctionnel en juin 2014. Le procès de Sophie Piédoux pour dissimulation et destruction de preuves. Elle comparaît libre, bien sûr. Elle est sortie de prison juste après le suicide de son mari. Elle explique à la barre s'être laissée prendre dans un engrenage. Son avocate dit qu'elle était sous l'emprise de son mari. Et à la fin, les juges la condamnent à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Normalement, elle doit donc faire 2 ans de prison ferme. Mais son conseil obtient un aménagement de sa peine. Elle n'ira pas en tôle et sera placée sous bracelet électronique. Et je suis justement pour débriefer cette histoire avec l'avocate de Sophie Piédoux, l'une des rares finalement à connaître ce dossier qui n'a pas eu d'autre destin judiciaire que ce procès en correctionnel. Maître Catherine Glon du barreau de Rennes, votre cliente maître est condamnée à 3 ans dont 1 avec sursis. Les juges ont considéré que son rôle au fond était très secondaire. C'est ce que dit cette décision de justice, non ? Mais il est vrai que son rôle, je ne dirais pas secondaire, mais jamais Madame Piédoux n'a porté la main sur cette jeune femme. Elle a été entraînée malgré elle dans un drame auquel elle n'a pas contribué. Qu'est-ce qu'elle dit du rôle de son mari ? Comment elle le juge, elle ? D'ailleurs, comment est-ce qu'elle juge son mari ? C'est assez tragique. Il s'est suicidé. Elle a toujours eu beaucoup de mal à la fois à comprendre ce qui se passait. Elle a été le jouet au fur et à mesure des événements, mais elle a réussi à décrire combien elle estimait que les actes de son mari étaient monstrueux. Elle le charge au procès ? Non, ce n'était plus le lieu et plus le moment. Je pense que la dignité qui était due à Mademoiselle Caudal et à ses parents exigeait qu'on reste dans une grande modération. Elle en parle comment alors ? Elle en parle comme d'un homme effectivement qui l'a trompée, trahi, puisque M. Piédoux avait des vies successives adultères dont elle ignorait tout. Elle n'a connu l'état de grossesse de Mademoiselle Caudal que la veille du drame. Et elle était déjà assommée par cette nouvelle, puisque son mari lui soutenait qu'il allait revenir, quitter cette compagne qu'il disait provisoire. Et d'ailleurs, il lui avait promis de revenir le jour où il lui annonçait la grossesse. Donc, ballottée par ces récits successifs, elle est surtout restée dans la stupéfaction d'être aux côtés d'un homme que finalement elle n'a jamais connu. Est-ce qu'elle formule les choses comme ça ? C'est un manipulateur. Je pense que c'est ce qu'elle éprouve profondément, mais elle n'arrivait pas véritablement à poser des mots sur ce qu'elle avait vécu. Et puis il faut se souvenir aussi que c'est le père de ses 2 enfants et qu'il ne faut pas injurier l'avenir vis-à-vis des 2 enfants issus de ce couple et qui eux-mêmes sont des victimes des drames. Son suicide, hors procès, elle en parle comment ? On a vécu directement cette situation puisque M. Piédoux était détenu, son épouse également évidemment dans un autre établissement. Et nous avons été prévenus tout de suite, à la fois moi et Jean-Guillaume Lemaitier qui assistait cette jeune femme avec moi, et il a fallu lui annoncer. Et alors ? Trouver les mots pour... c'est le directeur de la prison qui l'a fait d'abord, et puis immédiatement, presque dans le même temps, nous sommes venus pour essayer d'amortir ce qui était un autre choc. Il faut se souvenir que cette femme, qui est une femme... qu'on a bien connue, Jean-Guillaume Lemaitier et moi, je crois qu'on peut le dire, une femme à la fois ordinaire, mais extrêmement gentille, bienveillante, très douce, assez en retrait, avait vécu une histoire horrible et complètement hors norme, et était à nouveau assommée par la disparition du père de ses enfants,
et d'un homme qui ne rendrait jamais de compte. On sent que le juge d'application des peines a été facile à convaincre, parce que elle est tout de même condamnée à 2 ans de prison ferme, en vérité, et elle n'y va pas en prison. Jamais. Si. Au début. Fait 1 mois en de préventive. Préventive, bien sûr, et c'était un choc, on imagine, une femme que rien ne destinait à se retrouver dans un milieu très difficile. Et tout le monde s'accordait pour dire que la prison n'était pas la réponse. La sanction pénale dans sa sévérité, puisque on parle de dissimulation de preuves, on ne parle d'aucune atteinte physique sur Anne Caudal. Donc c'était une peine au contraire sévère, extrêmement sévère, 2 années d'emprisonnement ferme, mais ça n'était pas sa place, ça n'aurait réparé ni rien ni personne, et elle a donc accompli sa peine sous surveillance électronique. Je vous propose une lecture de cette histoire qui me rappelle, en modèle réduit, le complexe de l'affaire Jean-Claude Roman. C'est l'histoire d'un homme enfermé dans ses mensonges, enfermé dans sa double vie, qui au fond ne trouve pas d'issue pour régler ça que de tuer l'une des deux. Est-ce que ça colle? Vous avez raison, monsieur Ondelat, le mensonge est la pire des prisons. Il faut se souvenir que bien sûr il y a la dramatique affaire de monsieur Roman. Et plus récemment, finalement, nous avons vu dans la presse d'autres affaires où l'affaire des personnes, par exemple, qui sont... Alors, cet homme est présumé innocent, mais dans son récit initial, pour participer aux recherches, pour avertir la police, pour faire part de son inquiétude, pour s'exprimer auprès des médias, nous avons rencontré le même phénomène. Il est finalement plus répandu qu'on ne croit et totalement incroyable. Oui, c'est-à-dire que pendant 15 jours, quand même, Christophe Piédoux va pleurnicher aux côtés de la famille d'Anne Caudal et participe activement aux recherches. On a même entendu cette interview qu'il donne à France Bleu Armorique, absolument stupéfiante, dans laquelle il dit « Elle doit souffrir plus que nous, il est normal qu'on se mobilise, etc. » quoi. Oui, il y a une forme de cynisme qui confine à une forme de dédoublement de personnalité. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous avez retransmis aujourd'hui, c'est l'assurance qu'il y a dans la voix de ce monsieur. Incroyable. Comme si ce n'était pas lui qui avait commis ce geste dramatique. Il se met en dehors et peut-être qu'il en était persuadé finalement. Bah, c'est ce qu'on appelle, alors ça a un nom, ça s'appelle le clivage, ça, en psychiatrie, et c'est un phénomène que les pénalistes connaissent bien. Il y a des gens qui sont capables de mentir de bonne foi d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'au moment où ils le disent, ils le croient, quoi. Oui, c'est un phénomène psychique très étonnant dans lequel, effectivement, on devient absolument convaincu de ce qu'on dit et on est décorrélé de la réalité, oui. On rencontre ça souvent comme avocat. Oui, je faisais moi aussi le parallèle avec l'affaire Daval. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est au fond un homme, c'est l'impression qu'il donne, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais un homme qui a un sentiment de toute puissance. Moi, j'ai une femme, moi j'en ai 2, moi j'ai autant de maîtresses que je veux, et puis d'un coup ça s'effondre. Et là la blessure est tellement profonde, son narcissisme est tellement atteint qu'il n'y a pas d'autre issue que de se suicider. Oui, je pense que c'est assez vrai. Il n'aurait pas pu affronter une audience qui l'aurait confronté à une image de lui-même qu'il n'aurait jamais acceptée. Alors je dis ça avec précaution parce que cet homme, je ne l'ai pas connu. Évidemment, il n'y a jamais eu de confrontation. Mais sa femme a dû vous en parler. Oui, mais une fois de plus, sa femme, je pense, n'a jamais pris conscience de ce mode de fonctionnement incroyable. Il faut se souvenir quand même que c'est à la gendarmerie qu'elle a appris les liaisons successives de son mari dont elle ignorait tout. Elle ne le connaissait pas, quoi, en fait. C'est ce qu'elle s'est dit après, c'est ce qu'on s'est dit ensemble, c'est qu'elle avait côtoyé un homme qui finalement, oui c'est ça, c'était un autre homme, pas celui qui apparaissait comme un homme aimant, un bon père de famille, qui certes avait une relation adultère, mais qui promettait qu'il allait revenir. Mais c'est exactement ça qu'on appelle un pervers narcissique. L'expression est totalement galvaudée aujourd'hui. Chacun en voit au coin des bois, mais ça n'est pas si courant que ça. C'est quelqu'un qui se pense comme le centre du monde, qui établit une relation perverse avec tous les gens qu'il rencontre. Et là, cette perversion va buter sur la révélation du mensonge et l'effondrement de l'homme narcisse. Oui, c'est une analyse assez pertinente. Maintenant, c'est vrai, comme vous le dites, il faut se méfier de l'expression pervers narcissique. Qui est bien galvaudée et bien utilisée par des gens
sans trop savoir de quoi on parle, mais il n'y a pas eu le temps d'une expertise psychiatrique, malheureusement, dans ce dossier, on est d'accord? Il y a une expertise psychiatrique de ma cliente, de notre cliente, oui. De votre cliente, mais pas de Christophe Piédoux. Alors en même temps, il y a un truc qui est assez stupéfiant, c'est que les journalistes qui rencontrent Christophe Piédoux pendant la durée des recherches disent qu'ils sentent qu'il est pas net. Et ça prouve que quand même le clivage n'est pas bien installé. Ça sonne faux. Oui, parce que à vouloir tellement faire, je pense que des gens expérimentés comme sont ceux de votre métier ont des intuitions très fortes d'une personnalité qui n'est pas authentique. Parce qu'on peut dissimuler plein de choses par la parole, mais sans doute pas par la gestuelle et le regard. Ah, puis il y a une autre scène qui est absolument stupéfiante et qui est aussi très révélatrice, je pense, de cette toute-puissance qu'il pensait avoir. C'est tout de même le fait qu'il couche avec sa maîtresse une semaine après la mort d'Anne, dans leur appartement, alors qu'il peut imaginer, sa femme ayant été convoquée par la police, par la gendarmerie, pardon, qu'il est dans le viseur. Eh ben non, il la reçoit quand même chez elle et il passe la nuit avec, quoi. Comme s'il pouvait jamais rien lui arriver. Ouais, un sentiment d'impunité totale. Et puis, quand même, sur le plan moral, on a été stupéfiés d'apprendre ça par le dossier. Hein. C'était le jour de l'anniversaire de sa compagne. Comment a-t-il eu la suffisance et l'inconscience de faire ça? C'est difficile à expliquer. Quel dommage qu'on n'ait pas eu, au fond, la vérité de cette histoire à travers une enquête pénale et un procès d'assises. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.